Donc, mais si, disons, ces fameuses demoiselles d'Avignon envoient notre esprit, en tout cas devraient, si on a bien intégré les choses qui ont été dites lors du cours sur l'expressionnisme, nous renvoient à cette esthétique-là, à ces couleurs, à cette agressivité éventuellement, et de l'expression de la ligne, de la couleur, de la force que ça peut avoir dans l'expression du sentiment. Cet fameux terme cubiste qui fut employé pour décrire cette œuvre de Georges Braque, que je vous montre, devrait nous faire penser à un autre artiste post-impressionniste que nous avons vu ensemble. Je vous laisse réfléchir un instant. Donc, vous voyez, c'est un paysage où on a ces maisons qui sont très simplifiées, où on ne retrouve pas vraiment les fenêtres, et donc elles deviennent des figures solides. À cette époque-là, dans cette recherche de Georges Braque, on va retrouver des tableaux de Pablo Picasso qui se ressemblent extrêmement au point que ça devient vraiment très difficile de pouvoir distinguer l'un de l'autre. Alors, ici, je vous ai fait une liste un petit peu pas exhaustive des artistes cubistes. Il y en a bien d'autres. Disons que développés à partir de 1907, on retrouve Georges Braque, Picasso et Auguste Herbin à sa manière, on va pas voir ici. Alors, ils ont joué un rôle important aussi dans ces mouvements des marchands d'art, donc notamment tels que Rosenberg, Kahnweiler et Vollard. Et donc, en fait, forcément, puisque c'est eux qui achetaient et qui proposaient ces œuvres, qui permettaient aussi à ces artistes à leur recherche de pouvoir continuer. Et nous avons ici une liste d'autres artistes auxquels on peut en rajouter bien d'autres, dont entre autres aussi Marcel Duchamp, etc., qui ont fait partie de ces mouvements du cubisme et qui s'y sont un petit peu plus agrégés aussi autour d'autres regroupements, notamment un qui a été dénommé la section d'or, etc., que l'on ne verra pas dans les spécifiques. Et en fait, finalement, Georges Braque et Picasso, qui étaient très soutenus par Kahnweiler, donc c'est les marchands d'art lui-même qui demandent de ne pas trop s'associer au groupe général des cubistes pour un valeur commerciale et plutôt d'exploiter vraiment leurs recherches individuelles et donc de rester en quelque sorte un peu outsider dans l'ensemble du mouvement. Ça, c'est une opération typique qui se passe dans le monde de l'art, ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Et donc, ça n'a pas spécialement à voir avec la recherche artistique spécifique. Et c'est vrai que les artistes finalement qui ont participé au final à ce mouvement, ils se sont au final un peu détachés peut-être des idées du départ du cubisme qu'on verra ensemble. Bon, sans trop tarder, donc je vous avais montré donc cette œuvre de Georges Braque à laquelle est associé justement ce terme cubiste au-delà des fameuses demoiselles d'Avignon. Et ça redoute, j'espère, vous faire penser à Paul Cézanne que nous avons vu lors du cours sur le post-impressionnisme. Alors Paul Cézanne, comme vous le savez, c'est un artiste qui a parcouru différentes étapes et qui est passé entre autres évidemment par l'impressionnisme, mais qui ensuite, à différence des impressionnistes, ça je n'ai pas arrêté de le dire, plutôt que se concentrer sur l'impression instantanée de ce que l'on peut observer comme en se refaisant en quelque sorte à la photographie et à cette recherche de lumière, de la couleur que pouvaient avoir des artistes comme Claude Monet, Renoir, etc. Cézanne, il va commencer à regarder l'espace, que ce soit des natures mortes, des paysages, etc., en se focalisant sur la structure des objets et on revient un petit peu aussi au cours des dessins que l'on peut avoir. C'est-à-dire, Paul Cézanne dit qu'il faut peindre la nature selon les cubes, les cylindres et la sphère. Et donc, c'est ce que l'on retrouve dans sa recherche. On avait vu cette nature morte, si vous vous souvenez, des tables de cuisine, etc. Et j'avais tiré votre attention sur le fait que, oui, bien sûr, il s'agit d'une nature morte. Maintenant, après tous les tableaux que nous avons vus, expressionnistes, etc., ça nous a l'air presque académique, ce tableau. Mais en réalité, quand on l'observe attentivement, vous voyez bien qu'il y a des problèmes, notamment de perspective. Cette table ne devrait pas se montrer de cette façon. Et aussi, cette sorte de pot théière, il est trop tourné vers nous par rapport à ce que l'on devrait voir dans la réalité. Et pourquoi? Parce que Cézanne, il commence à s'intéresser vraiment à l'objet en tant que volume, à la structure et au côté essentiel de l'objet.
Et je vous avais déjà fait une comparaison, notamment entre cette nature morte de Cézanne et celle que vous voyez ici à droite de Picasso, qui évidemment continue cette démarche de Paul Cézanne. Donc Picasso, il est explicitement inspiré par Cézanne lorsqu'il voit cette exposition, cette rétrospective qui est présentée à Paris, si je ne me trompe pas, en 1909. Et c'est là qu'il remet beaucoup en question la date. Je vais vérifier parce que j'ai un peu peur de m'être trompée, mais en tout cas, on est au début, vraiment au tout début du 20e. Et en fait, ça remet en question vraiment la recherche de Picasso qui s'est dit, c'est ça qu'il faut rechercher, il faut rechercher ces figures essentielles. Et donc, on recherche qui va du coup aussi changer pas mal la palette des couleurs. Donc, on a brièvement, je vous ai brièvement, même si je ne vous les ai pas montrées, parlé de cette fameuse période bleu, rose, etc. dont les demoiselles d'Avignon, en quelque sorte, font partie de cette période rose. On les voit avec la palette des couleurs qui est quand même tendanciellement rose liée au nous féminin. Ici, pour pouvoir se concentrer sur cette essentialité, je m'excuse pour la prononciation, forcément la palette de couleurs rentre dans des tonalités beaucoup plus neutres, qu'ici on voit vert, ocre, etc., qui deviendront typiques des premières parties de recherche cubiste. Alors ici, je vous ai mis un typique cours de dessin de nature morte, ou en général, si vous avez suivi des cours de dessin d'observation, une des consignes pour aider l'observation, c'est de ramener les objets que l'on observe, qu'on essaie de dessiner, à des volumes géométriques. Et en quelque sorte, c'est comme si les peintres cubistes faisaient un mouvement à l'inverse, en partant de l'objet et en essayant de retrouver à nouveau la forme géométrique plutôt qu'à partir de la forme géométrique retrouver l'objet. D'accord ? Mais évidemment, cette évolution ne se contente pas de la recherche de Cézanne qui était de trouver ce volume essentiel. Elle rajoute une autre dimension qui est une dimension qui est typique vraiment de l'époque aussi dans laquelle ces artistes sont. Artistes qui fréquentaient entre autres des mathématiciens et qui commençaient à questionner des théories relatives à une autre dimension qui est celle du temps. Donc on dit on vit dans un espace, en tout cas on perçoit un espace à 3 dimensions auquel on peut en rajouter une quatrième, celle du temps. Et donc bien sûr, c'est le temps et l'espace ensemble. Donc on avait déjà parlé aussi un petit peu de cette idée de temps lorsqu'on a observé par exemple les séries, ce concept des séries, des séquences dans les œuvres de Claude Monet lorsqu'il fait ses cathédrales de Rouen, lorsqu'on voit comme des photogrammes une évolution en fonction de la lumière et du temps qui se passe. Donc là bien sûr aussi il y a une réflexion par rapport au temps, mais c'est une réflexion qui est par rapport à une instantanée et une série. Comment est-ce qu'on peut ramener cette temporalité en même temps sur un espace bidimensionnel et non pas sur une série par exemple. Alors vous voyez ici vous avez plusieurs tableaux. Donc le premier c'est un des Georges Braque assez connu, Broc et violon, où effectivement le violon on le perçoit peut-être sans les titres aussi, il est encore relativement reconnaissable. Le Broc déjà si on ne l'avait pas dit peut-être il nous aurait complètement échappé. Là, au centre, on a un portrait de Pablo Picasso d'Ambroise Vollard, qui était un de ces marchands d'art qui a soutenu les peintres cubistes. Et à droite, vous avez un tableau de Joan Gris, je ne sais pas si je le prononce bien, Cruche, où là, on est dans quelque chose peut-être plus en losange. On est Cruche, bouteille et verre. Donc, on en avait déjà parlé aussi le fait que les titres, puisqu'on a cette tendance vers quelque chose d'abstrait, les titres donnent en quelque sorte une indication de lecture à travers de laquelle on peut retrouver ou pas ce que l'artiste propose comme suggestion et qui veut amener un questionnement. D'accord ? Alors sans doute, parmi les natures mortes ou les paysages, les portraits, c'est celui qui devient le plus complexe et peut-être le moins adapté pour aller décomposer cette image, si ce n'est une réflexion vraiment sur une fragmentation identitaire. D'accord ? Alors, la recherche cubiste, qu'est-ce qu'elle fait de différent par rapport à Cézanne ? Alors, pour qu'on puisse le comprendre, je vous propose ceci. Donc, je vous demande de dessiner un cube. Alors là, maintenant, dans la vidéo, évidemment, je ne vais pas laisser une minute sans rien dire.
Mais si vous dessinez instinctivement, que vous sachiez dessiner ou pas un cube, par notre rétage occidental, normalement, bon, peut-être pas, hein, mais normalement, quasi tout le monde l'aurait dessiné, soit comme celui de gauche, désolé, je trouve une image qui n'est pas extraordinaire, soit comme celui de droite, donc c'est-à-dire avec un minimum de perspective qui nous donne cette impression de volume, où rarement on a quelqu'un qui est vraiment représenté de face, on verrait qu'un carré. D'accord? Je pense que personne parmi vous a décidé de dessiner cette courbe de cette manière. Donc ça, quand on voit cette image, on reconnaît une croix, en général, typique croix religieuse chrétienne, mais en réalité, vous savez bien aussi, parce que je pense que tout le monde a déjà vu un cube en papier décomposé, qu'un cube, il est fait de 6 faces, de 6 facettes, et que lorsque l'on déploie ces cubes, on peut le voir de cette manière. D'accord? C'est une autre façon de pouvoir représenter ce même objet. Et c'est la seule manière possible de pouvoir le représenter en montrant simultanément les 6 faces de ce cube. Donc, les recherches cubistes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'intéresse à l'espace et à la recherche, c'est pour ça qu'on parle de cubisme analytique, une analyse quasi scientifique de comment on peut observer un objet à tout instant et de tous les côtés. Et c'est en faisant cette réflexion-là qu'on arrive à ce genre de résultats. Et ça devient vraiment un travail systématique d'observation, de changement d'angle, de perspective, de comment traduire ce côté pluridimensionnel dans un espace bidimensionnel. Donc c'est vraiment quasi une recherche scientifique, celle que font les artistes cubistes. Et du coup, ça devient assez fondamental aussi le choix de ces couleurs qui sont des couleurs assez neutres. Donc on va du gris, ocre, une palette assez monochrome qui mettent l'accent non pas sur les contrastes des couleurs, mais sur la structure. Comment est-ce qu'on met l'accent sur la structure? En général, nous travaillons de façon monochromatique, en noir et blanc, où on va parler plutôt des valeurs que non des rapports des couleurs et des formes. D'accord? Et donc, en résumé, c'est cette première partie qu'on appelle cubisme analytique, en tout cas que les historiens de l'art aiment bien appeler cubisme analytique, donc se caractérise par cette coexistence de plusieurs points de vue et remise en discussion de la perspective. Je vous rappelle que cette remise en discussion de la perspective, on l'avait retrouvée aussi chez les artistes expressionnistes. Hein, on en avait parlé en particulier chez Matisse. Et donc, on a cet aspect pluridimensionnel. D'accord? Et on a comme autre caractéristique assez évidente, ce que je viens de dire, c'est l'utilisation de couleurs neutres, gris, ocre, etc. pour mettre l'accent davantage sur la structure. Ça va? Est-ce que jusqu'ici c'est clair? J'espère.